Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de JM Podcast, le podcast qui extrait des bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors avec moi pour la première fois et comme d'habitude, Arnaud. Arnaud, bonjour. Salut Paul-Adrien, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, un vrai plaisir d'être là pour ce podcast, pour cette première, ça va être génial. On espère. Alors dans ce premier épisode, on va parler de deux choses. Donc première partie, on fera une news. Les news étaient pas très fournies et surtout monosujet. Donc je vous ai préparé quelque chose qui j'espère vous intéressera et t'intéressera toi surtout. Et ensuite, on va aborder un sujet qui pourrait avoir l'air ennuyeux mais qui en fait ne l'est pas du tout, le système documentaire. Ça, qu'est-ce que t'en penses, Arnaud ? Sujet passionnant. Moi personnellement, c'est un sujet qui me passionne et c'est le sujet qui a fait que j'ai voulu faire du conseil il y a un peu plus de 10 ans. Eh ben, on verra ça en deuxième partie. Yes. Alors, je te propose de commencer tout de suite par ma revue d'actualité. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose, ouais. On en entend parler tout le temps. On entend parler tout le temps, bah voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine ? Donc, le 20 avril, Novartis et la FDA sont tombés d'accord pour faire passer en phase 3 de tests cliniques l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19. Alors, l'essai de phase 3, on rappelle, c'est l'essai de phase comparative. Donc, c'est juste avant la mise sur le marché. Donc, est-ce que du coup, aux États-Unis, c'est un énorme sujet. Je sais pas si tu en as entendu parler un petit peu de ce qui se passe là-bas. Pas tellement. En fait, c'est vrai que c'est un sujet, l'hydroxychloroquine, dont on entendait beaucoup parler il y a 2 semaines, je dirais. Et puis dans les médias français, on n'en parle plus trop, je trouve, justement depuis une semaine. Et donc la nouvelle là est assez intéressante, effectivement. Eh bien, je vais te donner la raison dans un instant. Donc d'abord, je vais détailler rapidement ce qui se passe dans cet essai clinique. Donc là, ils vont essayer en parallèle un placebo, l'hydroxychloroquine simple et l'hydroxychloroquine combinée à l'azithromycine. D'accord. Donc, ils vont essayer ça sur 440 patients, donc plus d'une douzaine d'hôpitaux aux États-Unis. Donc, ça fait gros bruit aux États-Unis parce qu'en fait, Donald Trump s'est vraiment avancé lorsqu'il a dit comme ça dans un discours que ça fonctionnait. Et donc, si tu veux, ça a mêlé la science et la politique à tel point que du coup, si tu donnais ton opinion sur quel que soit soit le milieu d'où tu viens, tu donnes ton opinion sur l'hydroxychloroquine, boum, ça y est, t'es contre ou pour Donald Trump selon ce que tu dis, quoi. D'accord. Donc plus aucun rapport avec, du coup plus personne pouvait rien dire. Donc c'est un essai qui est très très attendu. Et si ça t'intéresse, il y a un gars qui fait des vidéos sur la télé aux États-Unis qui s'appelle John Oliver. Donc il a une série de vidéos de chez lui là en ce moment. J'ai cru que tu allais nous parler de la chaîne YouTube du professeur Raoult. Alors, on va pas en parler de lui, mais donc John Oliver, en tout cas, toute sa série sur le coronavirus est hyper intéressante et il a un point de vue vraiment bon. Ah ouais, je vais aller voir. Et donc le même jour, donc le 20-04, on a appris qu'en France, l'essai qui concernait 180 patients sur l'hydroxychloroquine n'a pas fonctionné et ils n'ont pas réussi à prouver l'impact de l'hydroxychloroquine sur l'admission en service de réanimation pour des patients, il me semble, de 3 semaines de traitement, quoi. D'accord. Donc 600 mg, c'était 180 patients, 84 qui ont eu l'hydroxychloroquine et 97 qui n'en ont pas eu. En plus de tout ça, ça fait des troubles du rythme. Donc c'est d'où l'importance en fait de ces études. Donc c'est pour ça qu'on avait énormément critiqué au départ le fait qu'on n'ait pas mis sur le marché l'hydroxychloroquine, etc. Mais c'est vraiment important parce que quand on commence à distribuer un médicament à l'ensemble de la population, eh bien c'est là où les effets secondaires peuvent se révéler. Donc
On a notamment par exemple le Benfluorex Mediator de chez Servier ou la thalidomide par exemple, où là on a commencé à distribuer à une très grande échantillon de la population sans essais cliniques adaptés à cette taille d'échantillon, et c'est là que les effets secondaires plutôt graves se sont révélés. Donc c'est vraiment important de faire ces études jusqu'au bout et de tester l'efficacité avant la mise sur le marché. Ouais, non mais c'est sûr. Moi je veux pas trop rentrer dans la polémique sur ce sujet, mais c'est vrai que je dirais que la communication autour de ce traitement était un peu non contrôlée vis-à-vis justement des essais cliniques, et je pense que temps particulier ou pas, c'est les essais cliniques, c'est quand même quelque chose qui est avec une méthodologie un peu procédurée. Et ça vient pas juste de sortir, quoi. La méthodologie, c'est quand même quelque chose d'historique, et je pense que si on fonctionne comme ça, c'est pas pour rien. Et du coup, ouais, ça me paraît important de les respecter. Faut pas confondre vitesse et précipitation, quoi. Exactement, ouais. Donc à propos de l'hydroxychloroquine, j'avais aussi entendu deux choses dans les médias. Donc la première chose, c'était que l'hydroxychloroquine était un poison. Et la deuxième, que le gouvernement avait mis l'hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses pour retarder la mise à disposition du traitement. Alors, c'est deux choses, c'est bien évidemment faux. Donc, quand je parlais de la non-maîtrise de la communication autour de ce sujet... Exactement. Donc l'hydroxychloroquine, c'est pas un poison, c'est une substance vénéneuse. Donc un poison, en fait, c'est une substance qui peut provoquer des blessures, des maladies ou la mort d'un organisme par une réaction chimique à l'échelle moléculaire. Mais on réserve cette appellation en fait à des substances qui agissent à très faible dose. Or, par exemple, l'hydroxychloroquine, comme on l'a vu dans le traitement, c'est 600 mg. Donc 600 mg, c'est une grosse dose quand même. On parle du coup pour l'hydroxychloroquine de substance vénéneuse. Donc c'est un médicament, une préparation qui contient une substance qui présente une toxicité plus ou moins importante pour l'homme ou l'animal. Donc en fait, c'est tout est une question de dose. Et donc les médicaments qui sont listés en tant que substance vénéneuse partent sur deux listes, la liste 1 et 2. Et donc la chloroquine, qui est un analogue assez proche de l'hydroxychloroquine, était sur liste 2 depuis 1999. Et donc l'hydroxychloroquine, il a été passé effectivement en janvier 2020 sur la liste 2 également des substances vénéneuses, mais c'est dû à une demande d'harmonisation de Sanofi qui a été commencée en 2018. Donc rien à voir avec une décision précipitée du gouvernement, c'est juste les choses qui ont suivi son cours et qui sont arrivées à leur terme à ce moment-là. C'est intéressant, je me permets de faire une petite digression. Tu connais mon appétence particulière pour les biais cognitifs, et je trouve que justement la position des uns et des autres sur cette décision qui a été prise récemment, mais qui a été enclenchée en 2018. En fait, moi, ça me fait énormément penser au biais de confirmation. En fait, on cherche à confirmer sa croyance dans un sens ou dans l'autre, et du coup, le fait que cette substance a été mise sur cette liste aussi proche de la déclaration de la pandémie, avec le biais de confirmation derrière, c'est pour confirmer sa croyance que le gouvernement ne veut pas qu'on utilise l'hydroxychloroquine pour sauver des vies, si je peux dire. Exactement, comme ça. C'est un peu la théorie du complot, quoi. Voilà. Et donc, donc ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Et ensuite, quand on prend le deuxième élément, qui est que l'État a passé l'hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses pour retarder la mise à disposition, eh bien, c'est encore une fois complètement faux, car en fait, le fait que que la substance soit passée sur la liste 2, ça veut juste dire qu'il faut une ordonnance pour l'obtenir. Donc, comme d'habitude, en fait, au final, c'est le chemin classique avec un dépistage, diagnostic. On obtient une ordonnance pour le traitement et ensuite on va à la pharmacie pour obtenir le traitement. Donc, le fait que ça soit sur la liste des substances vénéneuses n'empêchera en rien les personnes de l'avoir si le traitement se révèle comme efficace. Rien d'alarmant là-dessus, c'est tout à fait normal, et comme tout médicament sous ordonnance, si on est malade et qu'on en a besoin, on peut l'avoir. Intéressant. Donc on rappelle aussi rapidement, l'hydroxychloroquine, c'est surtout utilisé pour les polyarthrites rhumatoïdes et le traitement des lupus. Et ces personnes-là, aux États-Unis par exemple, ont beaucoup de mal à obtenir maintenant l'hydroxychloroquine parce que grâce à Donald Trump, tout a été réquisitionné au cas où, etc. Donc c'est un peu le bazar.
Donc, bonne chance à ces personnes pour avoir leur traitement. On leur souhaite tout le bien qu'on peut. C'est clair. C'est tout pour cette page d'actualité. Alors, j'espère que tu as appris quelques trucs quand même. Ouais, non, carrément. Du coup, c'est assez intéressant. Pour le coup, moi, j'avais pas trop entendu parler de cette actualité aux États-Unis. Et comme je te le disais tout à l'heure, je trouvais qu'on en entendait plus trop parler de ce produit. Ouais, bah voilà, c'est peut-être lié à justement l'essai clinique qui a raté. Hein. Ouais, c'est ça. Comme quoi. Hein. Et donc, je m'en doutais un peu, en fait. Le fait qu'on en entende plus parler, c'est bien qu'on n'avait pas réussi à démontrer son efficacité. Sinon, on l'aurait entendu. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'entendait plus trop parler. Donc non, c'était très intéressant. Très intéressant. Bah super, je voulais pas trop en parler, je voulais essayer d'éviter un sujet coronavirus, mais c'est vrai que l'actualité fait que bon, on essaiera pour les prochains épisodes d'essayer de diversifier un petit peu. Ouais, carrément. Allez, je te propose de passer au sujet suivant, donc le système documentaire. Yes, super, le système documentaire. Tout un sujet. On pourrait en parler pendant des heures. Alors effectivement, Arnaud, le système documentaire, sujet super intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton attachement à ce sujet ? Ouais, donc effectivement, comme je te disais, c'est un peu le sujet qui m'a poussé vers le conseil il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et en fait, c'était il y a 10 ans, donc on va dire en 2010. En 2010, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que dans l'industrie pharmaceutique, on fonctionnait toujours avec un système aussi archaïque. Très procédurier, c'est très bien qu'on ait des procédures, mais très peu utile et utilisable pour justement les utilisateurs. Et en fait, ça c'était il y a 10 ans, et en fait en 10 ans il n'y a pas grand chose qui a évolué, quoi. Donc on se retrouve en 2020. Ah non, j'ai eu l'occasion de faire quelques missions chez quelques clients, mais ça reste anecdotique, quoi. Et en 10 ans, en fait, chaque fois que je débarque sur un nouveau site, c'est toujours le même constat, avec des documents qui se contredisent, des documents qui sont complexes, qui sont lourds, dans lesquels on trouve pas les informations facilement, qui sont difficiles à comprendre pour les opérateurs sur le terrain, donc les utilisateurs en fait du système documentaire. Et c'est à qui ça doit servir, quoi. Ouais, enfin oui, non mais c'est clair. Et en fait, en 10 ans, il y a rien qui a évolué, et c'est un peu dramatique, quoi. On se dit, on est dans une époque moderne, etc. Et le système documentaire, qui est quand même la pierre structurante du système qualité, est toujours aussi archaïque, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère. Donc tu as dit que tu avais fait plusieurs sites. Tu peux dire en gros combien de sites tu as vu pour l'instant ? Sur lequel je suis intervenu et sur lequel j'ai pu voir des systèmes documentaires. Alors franchement, en 10 ans, j'ai perdu un peu le fil, mais je dirais au moins entre 20 et 30 sites, je dirais, en 10 ans. Ouais. Et sur les 20 ou 30 sites, t'as jamais été bluffé par un système documentaire ou quoi ? Quelque chose qui sortirait de l'ordinaire ? Ça dépend dans quel sens tu entends bluffer. J'ai pu être bluffé. J'ai pu être bluffé pour un système documentaire. J'ai pu être bluffé par des systèmes documentaires, mais rarement en positif, on va dire. Non, j'ai jamais vu de système documentaire bien construit dans l'industrie pharmaceutique. Alors après. Même moi, en fait, j'ai fait, même si c'est un des sujets qui me passionne le plus et sur lequel j'avais vraiment envie de travailler à fond quand je me suis lancé dans le conseil, mais en fait, en 10 ans, j'ai fait 3 missions sur le sujet. 3 missions sur le sujet. Alors, on en reviendra un peu plus tard. Pourquoi est-ce que les gens ils se lancent pas dans le travail sur le système documentaire, et donc ces 3 missions, après c'est sans prétention de ma part, hein, ça va être un travail avec les clients, donc c'est vraiment un travail de collaboration, mais le résultat c'était quelque chose de beaucoup plus orienté utilisateur, et au final qui répondait
totalement aux besoins d'inspection, et donc c'était vraiment du gagnant-gagnant. Alors la question, c'est toujours un peu pareil. En plus, c'est des missions qui datent un peu dans le temps. Je serais très curieux de retourner sur ces sites pour voir si c'est toujours en place en l'état. Quoi. Voilà. Et donc, c'est parfait comme ça. Est-ce que tu pourrais, en gros, nous décrire un système documentaire idéal? Enfin, pour toi, en tout cas. En fait, en quelques mots, déjà, en introduction, j'aurais tendance à dire le système documentaire idéal, il est fait pour les utilisateurs et non pas pour les inspecteurs. Alors je m'explique. Au final, voilà, je m'explique. Ouais, non, mais c'est clair, mais on décrit ce qu'on fait et on fait, voilà, on décrit ce qu'on fait et on fait ce qu'on a écrit. Bon, ça c'est la théorie. Aujourd'hui, tout ce qu'on décrit dans nos procédures, dans les procédures, dans les modes opératoires, dans les instructions, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, c'est fait pour une seule et unique chose sur les sites, c'est expliquer et donner des règles pour, je dirais, rassurer les inspecteurs, ou pour effectivement montrer qu'on a fixé des règles. Et bon, après c'est bien, ça permet d'avoir les règles qui sont fixées quelque part. Pour autant, en fait, cette documentation, elle est faite pour les inspecteurs. Et si tu prends on a complètement oublié le but premier, quoi. Voilà. Et en fait, c'est dommage parce que si tu prends le système documentaire dans le sens inverse, c'est-à-dire tu le fais pour les utilisateurs, et ben au final ça répondra aussi aux inspecteurs. Alors que si tu le fais pour les inspecteurs, malheureusement tu oublies l'utilisateur. Donc ça c'est un peu la vision macroscopique. Après, si on rentre un peu dans le détail de c'est quoi un système documentaire efficace. Alors déjà, moi j'aimerais parler d'un indicateur du système documentaire et de son efficacité justement, quelque chose que j'ai eu l'occasion de mesurer sur plusieurs sites, qui est le taux d'efficacité documentaire. Le taux d'efficacité documentaire, c'est la mutualisation de 3 taux différents. On a le taux de validité. Je reviendrai dessus après. On a le taux de couverture critique et le taux d'accessibilité. Le taux de validité, c'est celui qui est déjà, je dirais, mesuré, déjà sous contrôle. Et je le dis entre guillemets parce que moi j'estime que c'est pas vraiment sous contrôle, mais voilà, on suit la validité des procédures, c'est-à-dire ok, elle périme dans 3 ans, etc. C'est ça, ouais. Après, l'indicateur est sur quasiment tous les sites. Ouais, sauf qu'en fait on suit ça, mais moi le taux de validité derrière, ce que j'entends, c'est le taux de validité de l'information, pas de est-ce que mon document il est périmé ou pas. C'est-à-dire est-ce que l'information qui est dans mon document, elle est juste ou pas. Et ça, on le mesure pas. Donc en fait, on mesure un taux de validité qui est, encore une fois, pour montrer que on suit bien notre système documentaire, mais en vrai, on ne mesure pas. Bon, et après, j'avoue que c'est très dur à mesurer. Est-ce que mon information elle est valide? Non, mais ça c'est très compliqué. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et même moi, quand je mesure ce taux, je le mesure le taux de validité, c'est-à-dire combien j'ai de procédures périmées. Et je pars du principe que si elle est pas périmée, c'est que l'info dedans est valide, même si au final je sais que c'est pas forcément vrai, mais du coup ça veut juste dire que je donne elle a été relue il y a moins de 2 ans et c'est bon, quoi. Ouais. Non, mais en tout cas ça veut dire que sur ce taux, si je retrouve un taux à 90% de validité, je sais que ça aura ça surestimera l'efficacité du système documentaire. Mais tu vas voir que derrière, même en le surestimant là-dessus, l'efficacité documentaire dans l'industrie pharmaceutique est drastiquement basse. Donc ensuite, t'as le taux de couverture critique. Alors celui-là, c'est le plus facile à comprendre. Le taux de couverture critique, c'est dans une activité, et ça peut être un process de prod, comme un process qualité, comme je sais pas la gestion des déviations ou la qualification d'un équipement, ou comme un process supply ou un process achat, j'en sais rien. Si tu décris ton process achat dans ton système documentaire, ce qui serait une bonne chose,
Encore faut-il que le système documentaire soit bien fait pour aller décrire ce genre de process, mais bon, bref. Et donc le taux de couverture critique, c'est sur ce process, combien j'ai d'activités qui sont critiques ou d'éléments qui sont critiques, de règles critiques, et combien sont réellement décrites dans ma documentation. Donc il est pas mesuré, il est pas compliqué à mesurer. Le prérequis, c'est de connaître ses process. Ouais, j'ai dit, encore revenir dessus après. Tes activités critiques. On va revenir dessus après, mais une fois qu'on connaît son process et ses activités critiques, c'est pas compliqué à mesurer. Et je dirais, quand j'ai eu l'occasion de mesurer ce taux d'efficacité documentaire et donc ces différents taux, la couverture critique, elle est très variable d'un site à l'autre, mais heureusement, j'aurais tendance à dire, à moins d'avoir un site un peu en retard, disons les choses correctement. Il y a très peu de sites où les activités critiques ne sont pas décrites. Ou en tout cas, voilà, on va avoir, allez, au pire, du pire, pour la majorité des sites, on va se retrouver à 75%. Ça veut quand même dire qu'il y a 25% d'activités critiques qui sont pas couvertes. Mais c'est très rare les sites où on a moins de 75% de couverture critique. Il y en a, j'en ai vu, mais bon. Oui, vas-y. J'ai une question. Du coup, quand tu arrives à trouver toutes tes... au final, là, ça revient à dire ce que tu dis. On va chercher toutes nos activités critiques et forcément, tu as de facto à partir de là ton indicateur parce que du coup, tu vas regarder en face quelle procédure couvre ces activités critiques et tu trouveras directement le trou dans la raquette. Oui, exactement. Donc tu vas décrire ton process, tu vas faire avec les personnes adéquates évaluer la criticité. Alors tu le fais de manière plus ou moins académique selon le process et selon la situation, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans une mesure initiale du KPI. Et en fait, oui, très rapidement après tu vois ce qui est décrit ou pas. Ok. Et donc, si tu prends un taux de validité à 90%, un taux de couverture critique à 75%, tu multiplies ces deux taux, bon, ça va. Alors, j'ai pas le calcul en tête, mais tu vas tomber autour des 60%. Et en fait, derrière, t'as le dernier taux qui est l'accessibilité. Et le taux d'accessibilité, c'est est-ce que mon information, elle est facilement accessible à la personne qui en a besoin. Et accessible, c'est elle est à portée de main ou à portée d'œil même. Enfin, c'est-à-dire, je sais pas, l'opérateur sur ligne, il a besoin de savoir comment faire telle manip. Bah, la procédure, elle est pas dans le placard du bureau de l'AQ à l'autre bout de l'atelier, quoi. Elle est là où il en a besoin. Ça, c'est la première chose de l'accessibilité. Mais il y a aussi, est-ce que l'information, elle est compréhensible? C'est-à-dire, même si elle est à portée de main, quand il ouvre sa procédure, déjà, il trouve dans la procédure facilement l'information, et en plus, il peut la comprendre facilement, quoi. C'est ça. Il peut la comprendre facilement. Et ça, bah, voilà, je pense que toi, comme tous ceux qui écouteront ce podcast, sur celui-ci, le taux d'accessibilité, ben, en fait, il est très, très mauvais. Et on est autour des 10%, on va dire. Les meilleurs sites que j'ai vu ça, les meilleurs sites sur le taux d'accessibilité, je crois que c'était à peu près 40%. Comment tu mesures ça du coup par exemple, l'opérateur il attrape sa procédure et c'est en un temps, par exemple en 20 secondes si tu arrives à trouver l'information ou... là, c'est tu repars de ton process, donc couverture critique, tiens, telle activité, l'opérateur il en a besoin, bah tu vas sur le terrain, puis tu vas voir où est la procédure, et donc après t'as la procédure elle est à moins de 5 minutes, la procédure elle est à plus de 5 minutes, elle est à plus de 10 minutes, enfin tu vois, donc c'est par rapport ou alors à plus de 3 clics, donc ouais, j'ai un petit template qui me permet de faire cette mesure-là. Et puis après, tu interroges les gens sur est-ce que lui il comprend ce qui est écrit. Tu trouves assez facilement ça. Mais puis même quand toi tu lis la procédure, je veux dire, tu vois très vite si c'est compréhensible ou pas de prime abord, quoi. D'accord. Et c'est un peu le problème des procédures rédigées, j'ai envie de dire, des procédures à la Balzac, pardon. Où t'as du texte. Donc, bon, je m'étends un petit peu sur c'est quoi un bon système documentaire, donc je vais revenir un peu dessus après, mais non, mais c'est intéressant. En tout cas, quand tu mesures ces trois taux, tu les multiplies ensuite et ça te donne le taux d'efficacité documentaire.
Et alors j'ai fait des missions de simplification du système documentaire sur 3 sites. Par contre, j'ai eu l'occasion de mesurer ce taux d'efficacité du documentaire sur de nombreux sites dans le cadre de diagnostics un peu généraux. Mmh. Et en fait, le benchmark, il est que le taux d'efficacité documentaire dans l'industrie pharmaceutique, mesuré sur, on va dire, une quinzaine de sites à peu près, il dépasse pas les 15%. Oh la vache. Donc en fait 15%, ça veut dire que un opérateur, quand il est sur le terrain, s'il a besoin d'une information, il a une chance sur 6 de trouver l'information dont il a besoin au moment où il a besoin, là où il en a besoin. Et qu'en plus cette information elle soit juste. Ça, c'est un désastre. Voilà. Non mais voilà. Et après on vient parler de oui, il y a eu des erreurs humaines, et après on vient parler de enfin voilà, il a pas suivi la procédure, des trucs, voilà, c'est ça, il a pas suivi la procédure, etc. Une chance sur 6. Qui c'est qui investirait qui c'est qui investirait dans un équipement qui produit bien une fois sur 6 seulement? Personne. Pourtant, il y en a eu du temps d'investi dans ce système, à mon avis. C'est ça. Et alors là, j'ai plus trop de... Non, mais alors voilà, ça me permet de rebondir. Puis après, on rentrera un peu dans le concret de c'est quoi un bon système documentaire. Parce que là, on est encore un peu sur de la théorie, sur la mesure. Mais du coup, un équipement qui produit une fois sur 6, allez... qualif comprise, tu vas être sur une centaine de milliers d'euros, peut-être 200, et peut-être plus pour des gros équipements. Le système documentaire, parce que du coup, quand je mesurais le taux d'efficacité documentaire, j'en profitais pour évaluer un peu le coût du système documentaire. Et le coût, alors on le traduit en euros. Non mais voilà, on le traduit en euros, mais en vrai c'est du temps homme. C'est du temps homme qu'on traduit en euros. Mais ça se compte en millions. Même pour un site de 300 personnes, ça se compte en millions. Alors, c'est pas des centaines de millions, hein, non, mais c'est au moins 1 million, quoi. Au moins 1 million. Et pour 15% d'efficacité. Qui investirait 1 million d'euros dans un truc qui a 15% d'efficacité? Personne. Ouais. Et alors, pourquoi on en est là? Je te pose la question, à ton avis, pourquoi on en est là? Ben moi, je pense que c'est comme on en avait parlé un jour, hein, c'est le système documentaire, c'est une chimère faite par tous les personnes qui ont contribué, qui n'ont pas une méthode bien unique et qui ont fait apporter un peu leur pierre à la maison, pilotée par aucun architecte. Et donc, ça a fait une espèce de baraque complètement tordue et avec des pièces, des portes qui tombent dehors et des fenêtres sur le côté. Et du coup, à mon avis, ça vient de là, quoi. Enfin, il y a pas de plan long terme et de méthode unique à l'échelle du site pour la documentation, quoi. Bah, en fait, moi, je suis pas d'accord avec toi. En fait, il y a une méthode unique. Non, mais enfin, sur le principe, je suis d'accord, mais il y a une méthode unique parce que, en fait, malgré tout, tu vas d'un site à l'autre, l'efficacité est toujours de 15%, mais les documents d'un site à l'autre, ils sont pas si différents, quoi. C'est des procédures écrites, avec du texte, et puis, des fois, il y a des concepts qui sont extrêmement durs à faire passer avec du texte. Donc, oui, c'est la chimère de plein d'esprits torturés qui sont venus empiler des pierres et des pierres et des pierres, c'est clair. Mais il y a une méthode unique. Puisque tu vas d'un site à l'autre. Ouais, t'as raison. Et puis on s'y retrouve d'un site à l'autre. Tu t'y retrouves. T'arrives à retrouver. Et on s'y sent bien. Et on s'y sent bien. Exactement. Donc, pourquoi changer ça? Donc bref, on reviendra un peu dessus. Pourquoi est-ce qu'on change pas ça? Mais et donc si je finis un peu sur c'est quoi un système documentaire efficace du coup. Déjà la première chose, c'est un système documentaire qui est construit par processus. Et tu vas décrire tes processus. Tu vas décrire. Alors c'est sûr que c'est pas évident de le faire en podcast. C'est la première fois que je fais cet exercice-là, de le dire à l'oral parce que j'ai envie de le dessiner. Ouais. Et donc tu vas avoir un processus donné et ça va avec l'approche processus. Donc t'as un process owner qui est responsable du process et de son système documentaire. Et t'as toute la documentation qui va décrire
ton process, ses règles, comment tu fais telle chose, qui fait quoi, etc. Et donc ton système documentaire, finalement, tu vois la fameuse pyramide qu'on voit partout, avec j'ai mes procédures, j'ai mon mode opératoire, j'ai ma working instruction, j'ai ma guideline. Et en fait, d'un site à l'autre, tu retrouves toujours les mêmes termes, mais tu retrouves pas forcément les trucs au même niveau, ou en tout cas, même si tu trouves la procédure toujours au même niveau, personne se pose la question de le niveau de l'information. C'est pas le niveau du document, que ce soit une procédure, un manuel utilisateur, quel que soit le nom que tu donnes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le niveau de l'information. Donc si tu prends ta pyramide, un système documentaire efficace, il est construit comment? Le haut de ta pyramide, la première chose que tu as, c'est une pyramide par processus, déjà. Le haut de ta pyramide, c'est ton process. À quoi il ressemble? Ensuite, voilà, c'est quel est le process? Macro, mais quel est le process? Et dans ton premier niveau, le niveau 1, tu vas avoir les règles de ton process, le quoi. Quelles sont les règles que l'on doit suivre? Et je parle même pas de rôle et responsabilité, c'est les règles. Je prends une règle pour un process déviation. On doit clôturer la déviation dans les 30 jours. C'est une règle. Voilà. Ton niveau 1, c'est quoi mes règles? Et ça, c'est dans un ou deux documents, selon les process, j'en sais rien. On appelle ça une procédure, une politique ou quoi que ce soit, je m'en fiche, mais ça, c'est un document. Parce que dans un système documentaire efficace, tu as un niveau d'information, un document. En tout cas, t'as pas des règles qui sont mélangées avec, et le niveau 2 d'information, c'est le qui fait quoi, quand. Donc tu n'as pas un document qui te donne les règles et un document qui te donne le qui fait quoi, quand. Parce que ton qui fait quoi, quand, il est construit en fonction de tes règles. Et j'ai envie de dire, tes règles, elles vont te servir à la formation de quelqu'un, mais elles vont pas te servir tous les jours sur ton poste. Si tu vas avoir besoin de savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire et quand. Donc ça, on appelle ça une instruction ou comme vous voulez, mais voilà, l'instruction, c'est le qui fait quoi, quand. Niveau 2. Et le niveau 3, c'est le comment. Comment je fais, comment je règle telle chose, comment est-ce que je fais un QQ au QCP, comment je renseigne les choses dans TrackWise ou dans mon QMS pour une déviation. Voilà, ça c'est le comment. Et tu n'as pas du qui fait quoi quand avec du comment. Pourquoi? Alors le qui fait quoi quand, j'ai envie de dire, ça va beaucoup te servir au début quand tu sais pas bien faire ton activité et que tu apprends. Ça va te servir aussi quand il y a ton activité qui change et puis ça va être un peu tes rôles et responsabilités qui vont être décrits dedans. Toi, en tant qu'utilisateur, ce dont tu vas avoir besoin peut-être le plus souvent, c'est le comment. Comment je fais ça? Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est ce dont tu vas avoir le plus besoin, c'est le comment je fais les activités que je fais le moins souvent. Bah ouais. Et là, il y a la notion de quelle est la fréquence de réalisation des activités qui rentrent en jeu. Et bref, et après, sur la formalisation de ton système documentaire, bah ton comment, c'est une notice Ikea, quoi. C'est une notice... non, mais c'est un truc avec du visuel. C'est comment, dans mon QMS, bah tu vas avoir des copies d'écran, tu cliques là, tu vas là, machin. Sur mon équipement, tu vas avoir des photos, tu tournes ça. C'est un truc visuel avec des étapes. 1, 2, 3, 4. Donc, qui fait quoi quand? C'est une description de process, mais bien précise. C'est je prendrai un exemple. Je calibre ma balance. Ensuite, je fais la tare. Ensuite, je prépare mon échantillon à peser. Ensuite, je pèse mon échantillon, tu vois. Et et par exemple, tu peux rentrer dans le détail de je prépare ma balance dans tel local, je prépare mon échantillon dans tel autre local, ou alors tu peux avoir le qui fait quoi. Donc le qui, c'est un tel qui fait la calibration et c'est un tel qui fait la préparation de l'échantillon. Mais voilà, donc c'est une description de process. Et ton niveau 1, le quoi, les règles, là tu peux faire une procédure comme on en voit, avec du texte, avec un truc textuel, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le concept du système documentaire efficace. Alors là, on parle de système documentaire papier. Après, on peut rentrer dans le système documentaire digital, comment on l'imagine. Moi, j'ai quelques convictions, j'ai quelques
quelques aussi convictions bonnes ou pas bonnes hein, sur certaines orientations qui sont prises, mais voilà quoi. Voilà un peu pour répondre à ta question. Ça a été long, mais ouais, ça a été long, mais j'ai répondu à ta question. Superbes explications. On mettra peut-être un schéma ou quelque chose comme ça dans la description du podcast après pour les gens qui arrivent pas très bien. Ouais, avec plaisir. On peut faire une pyramide justement avec un peu les différents. Ouais, avec plaisir. Et donc, pour revenir à ta question, donc pourquoi personne se lance dans un sujet, sachant que on ne doit pas être les seuls globalement à se dire que le système documentaire est déficient. Alors du coup, pourquoi personne se lance jamais dans un projet de refonte du système documentaire? Grosse question. Le système documentaire, je pense que tu vas voir n'importe qui sur un site. Tu vas voir un opérateur, tu vas voir un responsable de prod, tu vas voir un AQ opérationnel, tu vas voir un directeur de site. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué, que c'est pas facile. T'as peut-être quelques irréductibles qualiticiens quelque part qui vont te dire non, c'est très bien, il est très bien comme ça, les règles sont bien décrites. Les règles sont bien décrites. Je comprends pas pourquoi. Bon, voilà. Et ça reste extrêmement anecdotique, ce genre de personnes. Tout le monde en général, c'est ceux qui écrivent le plus de procédures qui vont dire que le système est super. C'est ça. Ceux qui les utilisent, par contre, comme tu disais au début. Non, mais c'est ça. Et le problème du système documentaire, c'est que, comme tu le disais à un moment donné, c'est un héritage historique. Et quand t'arrives sur des sites, même des sites de 100 personnes, des petits sites, où t'as 2000 documents ou 3000 documents, ou j'ose même pas penser sur des sites de 500 personnes où tu frôles les 10 000 documents des fois. Ouais. En fait, ça fait peur, quoi. C'est un iceberg, parce que toi, tu vois le nombre de documents, mais derrière, ça veut dire, quand tu vas commencer à retransformer ton système documentaire, en fait, tu vas tirer la pelote et tu vas tout dépeloter. Donc, tu peux pas commencer à revoir un système documentaire sans aller jusqu'au bout. Et du coup, c'est un projet qui se fait sur... Enfin, je suis désolé, hein, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça se fait pas en 2 mois, quoi. C'est un projet qui se fait sur 2 ans. Au moins. 2 ans, tu penses? Je pense. Ah ouais, je pense 2 ans. 2 ans, tu peux le faire. Après, ça dépend de ce que tu mets comme effort. De tout ça, mais... Voilà, non, mais en tout cas, c'est... Allez, minimum 1 an et demi, mais minimum 2 ans. 2 ans. Enfin, c'est 2 ans. Je veux dire, sauf si t'as vraiment un petit site. Si t'as un site à 50 personnes, tu peux le faire en 1 an et demi. 1 an, ça commence à devenir ambitieux. Oh, moi, je m'attendais plutôt à 10 ans, quoi. Mais, mais du coup, toi, si tu penses si on te met minimum, avec une bonne méthode. Sur un petit site, tu vas être à 1 an et demi. Mais vraiment un petit site, tu vois, genre 50 personnes. Et sur un site qu'on voit, les sites qu'on voit habituellement, 300 personnes, je dirais, ouais, t'en as pour 3 ans peut-être, ouais. En tout cas, c'est un gros projet. C'est un gros projet parce que tu vas tout détricoter, tout ton système qualité. Et c'est bête à dire, mais quand tu vas faire ça, tu vas mettre un bazar complet dans la tête des gens. Mais c'est pour ça que personne se lance. Et je le comprends, ça fait peur. Tu vas mettre un gros bazar parce qu'en fait, quand tu vas commencer à les décrire, tu vas dire, allez, on va faire une approche par pilote. On va faire un pilote sur tel process. Puis tu vas commencer à faire ce process. Puis quand tu vas commencer à décrire qui fait quoi quand, tu vas te rendre compte que dans telle situation c'est lui qui fait, mais dans telle autre c'est lui, mais en fait ça peut être lui. Mais donc tu vois, tu vas commencer à te rendre compte que tes rôles et responsabilités, c'est un foutoir pas possible. Et du coup tu vas te dire on va commencer à retravailler les rôles et responsabilités sur tel process. Et du coup ça va impacter peut-être des fiches de poste. Donc il va falloir que tu modifies des fiches de poste. Et du coup ça veut dire qu'il va falloir que tu formes les gens, que tu accompagnes les gens. Tu vas avoir un peu de social à gérer aussi lié à ça. Donc, c'est pour ça que personne se lance dedans. C'est que faire un projet de système documentaire, c'est une montagne. C'est un truc de malade. Le problème de ça, c'est que si tu le fais pas,
ce projet de système documentaire. Si à un moment donné, on se pose pas pour remettre à plat, bah tu peux faire une croix sur plein d'autres projets, ou en tout cas sur le fait que plein d'autres projets se passent bien. Parce que le système documentaire, si tu as quelque chose de bien décrit, avec une approche process, tu peux faire facilement de l'amélioration continue, tu peux faire facilement de l'électronisation de process, je pense au dossier de l'eau par exemple, etc., etc. Si tu as un système documentaire où c'est le bazar, bah tout le reste, ça sera très compliqué à faire. Et en plus de ça, donc pourquoi est-ce que les gens ils se lancent pas aussi là-dedans? Bah comme tu le disais tout à l'heure, c'est confortable, on a toujours vécu avec ça, pourquoi est-ce qu'on le changerait? Donc il y a un petit peu de principe de cohérence derrière, c'est qu'on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement? Tu vois? On n'y est pas si mal, quoi. Non, mais c'est ça. Et en fait, quand on fait quelques initiations des fois sur le système documentaire efficace, les gens ils se disent ah ouais c'est vrai, on pourrait faire comme ça serait trop bien. Donc la première étape c'est de se dire, c'est de casser on a toujours fait comme ça, on va continuer à faire comme ça. Et la deuxième étape c'est parce qu'une fois que tu t'es dit ouais c'est trop bien, on pourrait faire autrement. Ah ouais mais par contre voilà le boulot. Ouais, bah, voilà le boulot. Bon, ça, il faut une approche méthodologique. Il faut prévoir du temps. Il faut prévoir des équipes. Et malheureusement, on fait pas des miracles, quoi. Simplifier un système documentaire, ça se fait pas en 3 mois. Et t'as aussi, à mon avis, ça doit être compliqué à chiffrer. C'est-à-dire que, comme d'habitude, avec tout ce qui est assurance qualité, c'est qu'on voit le coût, mais par contre, on voit pas combien ça va rapporter, quoi. Ouais. Alors, je vais répondre à cette question juste après. Juste pour un complément sur pourquoi est-ce qu'on se lance pas là-dedans. Un petit bonus pour nos amis qui travaillent dans les grands groupes. Quand t'es sur un site où tu te dis ouais on va retravailler le système documentaire et que les règles elles sont définies par le corporate et que la moindre initiative sur ce truc là au premier audit corporate qui arrive, bim, c'est fini. Donc si sur les grands groupes le problème c'est que si ça vient pas du niveau corporate t'es très vite coupé dans ton élan, quoi. Et donc ouais, les gains ouais, de ça c'est extrêmement compliqué à évaluer. Alors quand on mesure le coût du système documentaire, on mesure en charge en temps homme. Et en fait, je prends un exemple. Hein, t'as le temps de la rédaction, t'as le temps de la revue d'un document, t'as le temps que passe une personne à chercher l'information, etc., etc. Alors, juste pour donner cette info, historiquement, le benchmark là-dessus, c'est qu'en gros, un document, ça coûte entre 1500 € pour le petit modup qui bouge pas trop, et 3500 €, et ça, c'est par an. Je vais dire, mais c'est par quoi alors? Est-ce que du coup par an, et donc 3500 à 4000 € pour la procédure un peu plus charnue. Mais c'est par an, mais parce que si tu commences à compter le temps de tous les gens qui utilisent le document, qui le cherchent, qui le trouvent pas, tous les gens, quand tu fais une modification du document, tu mobilises des gens pendant plusieurs heures, enfin tu vois, et tu additionnes tous ces temps, plus la GED, etc. Puis c'est vrai qu'avec ton indicateur d'accessibilité, tu peux mesurer ça facilement, quoi, au final. Et tu fais une moyenne sur l'ensemble de tes documents. Voilà, donc en fait, déjà, il faut se dire que partir sur la simplification du système documentaire, c'est pas un gain financier, très clairement. Et bon, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'Académie de la qualité efficace, nous, notre raison d'être, c'est de faire gagner du temps aux gens, de libérer du temps sur des valeurs qui n'ont pas de valeur, enfin sur des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le mettre sur des activités qui ont plus de valeur ajoutée. Et bah c'est exactement ça, le système documentaire, tu gagnes du temps. Mais ça, c'est dans son utilisation au quotidien. Donc ça, tu peux le mesurer. À la limite, tu peux arriver à faire une estimation qui va être de toute manière fausse, parce que c'est très dur à estimer, mais disons que la marge d'erreur est assez faible. Mais le gain, il est même pas là, en fait. Le gain, il est même pas là. C'est que, et ça, je l'ai jamais mesuré, mais je vais prendre quelques exemples de cas concrets où avoir un système documentaire, ça accélère toutes tes activités. Investigation des déviations. Quand tu vas investiguer tes déviations, donc la technique que nous on prône à l'Académie de la qualité efficace, tu as une première étape où tu vas aller chercher la dérive par rapport à un process qui doit se passer comme ça normalement. Si pour avoir
la compréhension de ton process dans ta doc, tu dois aller dans 4-5 documents qui des fois se contredisent, etc. Et pour avoir une vision process des choses, ça va être compliqué. Si tu as ton document qui dit qui fait quoi, quand, tac, 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 et que tiens, bah là c'est un tel qui a fait ça alors qu'il aurait dû faire ça, boum, ton investigation, tu gagnes des heures et des heures. Déjà, premier exemple. Deuxième exemple, l'amélioration continue. Tu veux optimiser, tu veux réduire le temps de cycle d'un process. Tu te dis, voilà, je voudrais gagner, sur mon process de libération, je veux gagner 10 jours. Si ton process, et d'ailleurs, c'est les méthodes Lean, la première étape, c'est d'aller faire le mapping du process. Mais s'il est déjà décrit, avec qui fait quoi quand, t'as plus qu'à aller mesurer les temps du quoi, en fait. Ouais, au final, quand tu décris ton processus de base, déjà, tu vas te rendre compte qu'il y a des incohérences de monstrueuses et tu vas commencer directement à travailler par la rédaction, quand tu vas l'écrire, quoi, c'est ça. Et en fait, c'est ça, oui et non. Attention, c'est important de décrire ce qui se fait avant de vouloir améliorer. Quand tu travailles sur la simplification du système documentaire, tu vas avoir envie d'aller faire de l'optimisation dans ton process. Non. Déjà, décris-le. Hein. Après, tu iras l'améliorer dans un autre projet ou j'en sais rien. Mais déjà, décris et accepte que ça soit pas parfait de ce que tu décris, le process. Ouais. Mais déjà, une fois que tu l'as décrit, c'est bien. Après, quand tu travailles sur les systèmes documentaires, le seul truc sur lequel il va falloir que tu te positionnes dans le travail sur le système documentaire, c'est sur les conflits de rôles et responsabilités. Parce que là, il faut que ce soit clair. Donc, si tu en identifies quand tu retravailles ton système documentaire, tu vas le travailler. Mais non, du coup, donc voilà, amélioration continue, description, tu gagnes toute l'étape de description, tu peux facilement identifier où sont tes goulots, enfin, tu gagnes un temps. Tu focuses directement sur l'important, quoi. C'est ça. Inspection. Alors moi, les gens qui me suivent le savent. Hein, moi, j'ai pas forcément vécu beaucoup d'inspections en tant que tel moi-même. Par contre, j'ai beaucoup de clients qui. Non, mais voilà, j'ai beaucoup de clients qui en vivent et que j'accompagne. Combien de fois en inspection, quand t'es face à l'inspecteur, tu galères à expliquer comment tu fais les choses, qui fait quoi quand, avec l'aide de ta documentation écrite, ou puis hop, tiens, attendez, ce document, il me renvoie vers tel autre document, etc. Là, t'as une documentation efficace avec des process décrits. Boum, tu donnes ça à l'inspecteur, il a confiance directe, tu marques des points directs. Marquer des points. Voilà. Non, mais c'est ça, tu marques des points directs auprès de l'inspecteur. Un autre exemple, puis après on va s'arrêter là, parce qu'il peut y en avoir plein. La formation. T'intègres à une nouvelle personne. Moi, je l'ai vécu quand j'ai travaillé il y a 10 ans, quand je suis arrivé chez Famar, mais je le vis, en fait, à chaque fois que je vais chez un nouveau client. Sur chaque nouveau site. Bonne chance. Voilà. Le temps que tu prends à comprendre comment fonctionne le site, qui fait quoi quand sur un process, c'est énorme parce que c'est pas bien décrit. Et alors on te fait des formations avec, tu sais, les lu et approuvé. Lu et approuvé, lu et compris quand tu as une nouvelle procédure qui est mise à jour. Mais t'en as 50, 100 qui se contredisent des fois, tu retiens rien du tout. Quand tu as un système documentaire qui est efficace, qui est simple, tu retiens plus facilement, et puis tu mets en évidence les trucs qui sont utilisés moins souvent pour que ça, et puis tu les mets plus facilement à disposition. Enfin, donc avec les schémas des process, ça va super vite. Hein. Enfin, quand t'as le schéma du process devant toi avec qui fait quoi juste après. Et voilà. Et puis quand t'as la formation, je parlais des activités que tu fais pas souvent. Quand tu fais une formation d'un opérateur en 2 semaines, et puis le contrôle sur tel produit, t'en fais un tous les 4 mois, pendant sa formation, tu peux pas le voir. Mais si l'opérateur, tu l'as bien formé à comment trouver l'information au moment où il y en a besoin, parce qu'elle est disponible juste là, tout ce qu'il fait pas tous les jours, tac, il va avoir le réflexe, tiens, c'est dans tel truc, et je l'ai tout de suite. Donc voilà, donc finalement, tout ce que tu n'auras pas réussi à cadrer dans le cadre de ta formation pratique, parce que c'est quelque chose que tu fais que très rarement, et là, tu vas trouver l'information plus facilement, parce qu'elle est accessible tout de suite, quoi. Donc voilà, c'est des exemples de gains potentiels et qui sont très durs à mesurer, parce qu'en fait, le gain du système documentaire, il est sur
toutes tes activités. Toutes. Donc je pense que ça se chiffre en millions aussi, je pense. Mais bon, voilà, je l'ai jamais mesuré. Puis il y en a un autre, on va en parler, enfin on va pas en parler beaucoup, mais c'est la mode en sens, c'est la qualité de vie au travail. Parce que du coup, quelqu'un qui a compris, qui sait comment trouver, qui stresse pas parce qu'il sait pas trouver l'information, il est perdu. Et ben du coup, sa journée de travail, il va la vivre bien différemment, quoi. Oui, et puis il y a ça, et puis il y a aussi le côté ça enlève des tensions entre les uns qui sont les rédacteurs du système ou qui vivent système documentaire et donc qui savent toutes les infos qui sont dedans, et puis ceux qui l'utilisent pas tout le temps et qui savent pas, et du coup les premiers vont dire mais si c'est dans le système documentaire, t'es bête, pourquoi tu l'as pas suivi? Procédure 42B, oui. Voilà. Non mais voilà. Et donc cette tension là en moins aussi, effectivement, c'est clair. Et donc une question suivante, bah du coup pour nos amis qui aimeraient se lancer dans l'aventure, c'est par quoi commencer et quels sont les leviers pour y arriver, quoi, pour convaincre. Alors par quoi commencer? La première chose à faire, c'est d'aller mesurer son efficacité, enfin l'efficacité documentaire. Alors je ne dirais pas de la mesurer sur tout le site parce que ça c'est trop compliqué au début, et surtout l'idée c'est la première chose c'est de convaincre, mais prenez un process. Ça peut être un process comme on parlait tout à l'heure des déviations, mais ça peut être aussi un procédé de prod ou le conditionnement de tel truc ou la fabrication de tel autre produit, etc. Et mesurer l'efficacité documentaire sur ce process. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi mesurer le coût qu'il y a derrière, parce que en fait, à un moment donné, il va falloir aller discuter avec la direction, parce qu'en fait, la première étape, c'est d'aller convaincre la direction. Mais c'est compliqué. La direction, elle sait pas forcément, elle convainc. C'est compliqué. C'est dommage parce qu'en fait, en vrai, le meilleur facteur de réussite de ce projet-là, c'est que ça soit la direction du site qui le porte, dans le sens où la demande vienne de eux. Voilà, ça tu vois, ce que tu viens juste de dire, on va en faire d'autres des podcasts, mais à mon avis, on va pas arrêter de le dire, c'est l'implication de la direction dans les projets qualité. C'est la clé de la réussite de la direction et du management. Pour moi, mais c'est même pas l'implication. Là, c'est même pas l'implication. C'est que ça soit eux les demandeurs. Si t'as un directeur de site qui un jour arrive vers toi, te dit « mon système documentaire, j'en peux plus, il faut qu'on le simplifie. Allez, on se lance là-dedans. » Là, tu peux être sûr que le projet, il va aboutir. Si par contre, c'est le directeur qualité ou alors, pire, le responsable de la qualité système, un jour, on arrive enfin le département qualité arrive enfin à avoir son projet de simplification documentaire, et puis tiens, c'est le responsable qualité système qui va en être responsable. Mais lui, il a aucun pouvoir. T'aboutiras jamais, mon gars, c'est mort. T'arriveras jamais à aboutir. Il n'y a pas le bras suffisamment long, quoi. Non, mais c'est sûr et certain. Donc, il faut aller convaincre le directeur de site. Donc, si toi, en tant que qualiticien ou même producteur, parce que des fois c'est des producteurs qui ont envie de simplicité là-dessus, t'as envie de porter un tel projet, donc la première chose c'est effectivement de mesurer l'efficacité documentaire et le coût, etc. Et après, il faut aller convaincre le directeur de site. Ou si vous êtes directeur de site et que vous nous écoutez, vous voulez faire plaisir. Non mais c'est ça. Vous voulez faire plaisir. Non mais c'est ça, mais en tout cas j'espère que si vous êtes directeur de site et que vous nous écoutez, vous serez convaincu que c'est nécessaire de le faire. Depuis tout ce qu'on a dit depuis le départ, effectivement, tu vois que c'est nécessaire, quoi. Et puis ça, tous les gains potentiels que tu peux avoir, c'est non mais c'est clair. Après, il faut avoir envie de se lancer sur un projet de 2 ans là-dessus, quoi. Bref. Donc mesurer et convaincre, quoi. Voilà, c'est ça. Mesurer, convaincre. Et si vous n'arrivez pas à convaincre le directeur de site, laissez tomber. Non mais, allez, vous pouvez faire quelques petites améliorations quand même d'accessibilité à l'échelle de votre service. Autour de vous. Voilà. Donc, commencez à penser vos documents avec le niveau d'information, le comment dans un document,
qui fait quoi quand dans un document. Et puis si votre procédure des procédures, elle vous dit pas ça, et trouvez la petite subtilité dans la procédure des procédures pour essayer de faire un maximum d'accessibilité de l'information. Voilà. Si vous ne pouvez pas convaincre et lancer un projet à l'envergure du site pour drastiquement changer la documentation, à votre échelle, la seule chose que vous pourrez faire, c'est faire des améliorations sur l'accessibilité et la couverture critique. Et vous pouvez on peut quand même le faire. On peut quand même décrire les process pour soi aussi, ça servira tout le temps. Si tu arrives à décrire tes process que tu as tous les jours, ça peut être aussi quelque chose. Alors ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne idée que tu viens de donner. C'est une très bonne idée parce qu'effectivement, même si tu n'arrives pas à convaincre le directeur de site pour simplifier toute la documentation, ok, rien ne t'empêche de décrire tes process dans ton activité, quitte à ce que ça soit... ça va pas plaire à tout le monde, mais dans le système documentaire officiel. Par contre, si tu le fais bien, avec la bonne méthodologie, du coup, à chaque fois que tu vas en avoir besoin, tu vas l'utiliser, tu vas le montrer. Au bout d'un moment, même la qualité va dire, ah ouais, mais c'est quand même bien ce que t'as fait là, c'est quand même pratique, même d'un point de vue qualité, ça nous aide bien en inspection. Et petit à petit, tu vas cranter ton amélioration continue et hop, et tu vas le déployer, quoi. Voilà. Impeccable. Un petit mot rapide sur les procédures vidéo et l'industrie 4.0. Ouais, alors procédure vidéo, l'industrie 4.0. Moi, je suis quelqu'un qui est assez convaincu que tous les sites ne pourront pas forcément fonctionner avec l'industrie 4.0, des tablettes partout, des machins, trucs. Bon, ceci dit, la tablette, ça devient de plus en plus accessible, et donc on peut faire des procédures qui sont dématérialisées, qui sont un peu plus modernes que du document Word, et encore je parle de procédure, non, je parle plutôt du mode opératoire et de l'instruction, où en fait, l'instruction, on te dit fais ta tare, tac, t'appuies, puis après tu te dis maintenant tu fais ça, voilà. Pourquoi pas. Sur le mode opératoire, j'y crois un peu plus, avec des schémas qui s'animent. Avec une photo de l'équipement qui allume, va tourner telle vanne. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai entendu parler d'un truc aussi, c'est les lunettes à réalité augmentée. Où du coup, ce que tu dois faire, alors ça j'en ai entendu parler aussi. J'en ai entendu parler aussi les zones de travail à réalité augmentée. Et ça, c'était assez fou parce que c'était chez un fabricant de dispositifs médicaux, donc avec des process. Je dirais assez structuré, dans l'étape de process. Non, mais j'ai vu des prototypes. Et en fait, c'était le gars, son espace de travail, il doit prendre la pièce là, faire ça, et en fait, c'était même pas réalité augmentée, c'était un projecteur. Tu projettes sur la table du gars, et puis boum, ça projette en vert là où tu dois prendre ta pièce au moment où tu dois la prendre. Après, ça projette. Enfin, tu vois, ça faisait. C'était un truc vraiment bien, mais ça marche pas pour tous les process. Ouais. Ça peut être très bien, mais le coût de ça, mon Dieu. Bref. Et puis de toute façon, il faut avoir il faut avoir des il faut de toute façon avoir le process, il faut avoir le système nickel avant de mettre ça en place, quoi. C'est un prérequis. C'est ça, c'est clair. Et donc moi je pense, le système documentaire 4.0, il est encore possible. Il est tout à fait possible de le faire, mais j'imagine ça plutôt moi avec je sais pas, toujours un peu la notice Ikea, mais dématérialisée, c'est-à-dire tu as ton schéma qui apparaît avec peut-être un truc qui bouge à un moment donné qui te montre tiens, tu vas tourner la vanne dans tel sens, ou tiens, tu fais couler l'eau là, ou j'en sais rien, avec un petit truc qui bouge, mais schématique. D'accord. Pas vidéo, et je vais expliquer pourquoi après. Et donc et puis après tu cliques et hop, tiens, tu vas faire ça, et en fait à chaque fois que tu cliques, tu passes à ton action d'après, et puis t'as un schéma qui te montre comment faire, et puis quand t'as pas besoin de schéma, t'as juste un texte qui dit fais ça, je sais pas, appuie sur entrée, ou que sais-je, rentre le numéro de ton lot dans... Non mais voilà, on va pas rentrer dans le détail de appuyer sur entrée, mais bref. Comme dans Amazon, chez Amazon, avec les casques là où, allez, B5, prenez 5, allez, 2. Il prend ses 5. Ok. Et en fait, donc tu peux faire quelque chose, mais ça veut dire
et en même temps, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu dois partir du principe que la rédaction de documents, c'est un vrai métier. Que tu peux pas faire rédiger des documents par ton responsable de prod, ou par l'opérateur, encore moins, ou par... et surtout, ne faites pas... Enfin, comment dire, que vos rédacteurs de documents, ce soient pas des postes de fin de carrière d'anciens techniciens qualité ou que vous ne savez pas quoi faire de ces personnes. Quoi. Le placard. Il vous faut des gens qui soient créatifs. Presque des artistes, j'ai envie de dire, mais enfin des gens les artistes de la procédure. Non, mais c'est vrai, mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est savoir savoir rendre un concept ou une action physique, la rendre compréhensible avec des schémas et avec quelqu'un qui est prêt aussi à casser un peu les codes aussi, parce qu'au final, voilà. Qui rentre pas tout de suite dans le moule, mais qui se pose les bonnes questions, quoi. C'est ça. Et en fait, que ce soit des schémas animés 4.0 ou dans des procédures papier, ça demande des compétences qui, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas ça dans l'industrie pharmaceutique. On n'a pas des gens qui sont cortiqués comme ça. Et c'est un vrai métier. Alors, je suis désolé, ça aussi, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais c'est un vrai métier. Rédiger des procédures efficaces, c'est un vrai métier. Alors après, pourquoi est-ce que je suis pas fan de la procédure vidéo ? Pour l'accessibilité, c'est pas terrible. Après, je suis peut-être un peu old school. Et je vais prendre un peu mon vécu personnel. Quand j'étais étudiant, en parallèle de mes études, je me suis un peu lancé dans le graphisme et j'ai appris à utiliser un logiciel qui s'appelle Photoshop. Et à l'époque, puisque je suis plus si jeune que ça, je rigole. Le dinosaure. À l'époque, sur Internet, on trouvait des tutos, des tutoriels, et en fait, c'était pas de la procédure parce qu'il y avait des photos, voilà, on voyait, mais en tout cas, on suivait les étapes écrites. Et aujourd'hui, tu veux faire la même chose, c'est des vidéos YouTube. Alors je sais que la future génération, elle est biberonnée à ces vidéos YouTube, etc. et ça pose question. Mais moi, le principal problème que j'ai là-dedans, après il y en a d'autres, c'est que j'ai pas bien compris l'étape d'avant. Si je veux revenir en arrière, revenir en arrière dans une vidéo, c'est pas comme revenir en arrière dans un schéma, ou revenir en arrière dans un document papier même, ou revenir en arrière dans un truc qui est bien conçu avec des schémas qui s'enchaînent quand tu cliques et puis tu peux recliquer en arrière. Revenir en arrière dans une vidéo, c'est plus compliqué. Surtout les vidéos du youtubeur par exemple où ça va à 100 à l'heure, quoi. Enfin, t'as des informations sur informations sur informations, et si tu veux essayer, parce que à la fin des vidéos YouTube, t'as un sentiment agréable d'avoir appris plein de trucs, mais en vrai, si tu veux vraiment ressortir les détails, c'est impossible. Ah mais moi quand je fais quand je suis un tuto sur YouTube, ce que je fais, c'est que en fait je fais play pendant 3 secondes, pause, play, barre de pause, notes, prends des notes. C'est l'enfer. Et du coup, ça c'est un point qui, je pense, dans la procédure vidéo, ça peut pas fonctionner, cet élément. Ensuite, l'autre élément, c'est que faire de la vidéo, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus simple avec les GoPro, les trucs comme ça et machin, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué à mettre en œuvre, à apprendre, à faire du montage, même si c'est la réalisation aussi, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, t'as du matériel, t'as des choses très bien pour faire des vidéos facilement. Pour autant, je pense que c'est trop compliqué. Et puis alors en plus, si tu vas jusqu'à la gestion électronique, alors là, c'est mort. C'est mort parce que il y a aucune GED aujourd'hui sur un site. GED, c'est gestion électronique de la documentation. Je sais pas, on l'a dit tout à l'heure, mais je rappelle. Ouais, et t'en as aucune qui gère la vidéo comme des documents, et puis alors après il faut gérer les flux d'approbation, les machins, la vidéo, mais laisse tomber, quoi. Et puis t'imagines, tu dis un problème, tu veux éditer la vidéo. Non mais c'est ça, mais alors attends, j'ai revu ton document, donc ta vidéo, mais là à tel moment, en fait tu montres ça, mais il faudrait monter ça. Ah, vas-y, pour modifier, ça va être un peu plus compliqué. Donc bref. Peut-être qu'un jour on y sera, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des sites qui sont ultra branchés 4.0 et qui sont sur de la procédure vidéo. Peut-être que ces sites-là, ils reviendront en arrière. J'en sais rien. Mais moi, ma conviction profonde à moi, mais ça n'engage que moi, c'est que la procédure vidéo, ce n'est pas l'avenir du système documentaire.
Voilà, je le dis, c'est comme ça. Il y a d'autres moyens. L'avenir du système documentaire, il est peut-être sur d'autres choses qui peuvent être électroniques, etc. Il n'y a aucun problème. Je pense pas que ce soit la vidéo, mais l'avenir court terme du système documentaire, si vous voulez vraiment aller vers du 4.0, c'est déjà simplifiez-le. Faites de l'efficacité documentaire. Même papier ou PDF avant d'aller faire de la vidéo et faites par étapes. Faites d'abord ça parce que déjà ça va vous prendre un bon moment de travail. Impeccable. Voilà. Dernière petite question pour nos éditeurs. Est-ce que avec t'as une petite anecdote amusante ou intéressante sur un système documentaire? Une seule, hein, parce que pour conclure. Une seule. Oh, c'est vrai tu me poses une colle. Comment? Ouais, non, attends, je vais en trouver une. Ouais, j'ai une petite anecdote qui date de quand j'étais responsable de nuit avant donc de me lancer dans le conseil. Une erreur humaine que j'ai faite moi-même en fait, mais du coup qui a nécessité de retraiter tout un lot. Voilà. Et tout simplement parce que justement la procédure n'était pas accessible. Donc en fait il y avait un lecteur de code barre sur une ligne de conditionnement qui ne marchait pas et en fait il y avait un lecteur de code barre mobile pour vérifier en cas de panne voilà. Et en fait je l'ai mal paramétré parce que j'avais pas trouvé la procédure et je l'ai fait je débutais dans le métier hein, ça faisait pas longtemps mais bref et du coup je l'ai fait comme je le sentais, comme je trouvais pas la procédure, c'était la nuit, il était genre 2h du mat, j'allais pas j'aurais dû hein. Ouais, j'ai pas appelé l'astreinte pour ça, pour dire tiens comment je paramètre le truc et du coup en fait je l'avais mal paramétré et donc on a contrôlé tout le lot où on avait l'impression que c'était bon et en fait pas du tout. Du coup, il a fallu retraiter tout le lot. Voilà. Donc comme quoi des fois l'accessibilité documentaire, quand on parle de coût, tout à l'heure, là ce manque d'accessibilité de la documentation nous a coûté le retraitement de tout un lot. Bon après c'était traitement d'étiquettes à coller décoller, mais c'est quand même voilà. C'est quelque chose. C'est quelques jours homme, voilà. Donc voilà une petite anecdote. J'en suis pas fier, mais en même temps, voilà, en même temps, c'est. Ça te donne. Je suis un peu responsable de ça, mais c'est aussi, voilà, ça montre comme quoi le système documentaire, ça peut être important. Et impeccable. Quand même, je l'ai pas fait en me disant, ouais, il y a pas de procédure. J'ai cherché la procédure. J'ai cherché les procédures dans tous les placards de l'atelier. J'ai rien trouvé. Voilà. Et elle existait, hein. Au final, elle existait, hein. Mais elle comme était dans le placard de la maintenance qui était pas ouverte le soir. C'est ça, voilà. Super. Et écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était rudement intéressant et extrêmement bien construit. Au final, incroyable. Donc, avec plaisir. C'est encore le premier épisode. Donc, en tout cas, je sais pour sûr qu'on nous retrouvera sur YouTube, sur vos plateformes de podcast habituelles. Et puis du coup, petit appel à témoins, si vous pensez que vous avez un système documentaire moderne ou même si vous utilisez dans votre laboratoire ces fameuses lunettes qui éclairent les trucs, on serait super intéressé de voir d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez aussi un truc incroyable que vous voudriez faire partager aux autres auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous l'avez bien compris, le but de notre podcast, celle-là c'était le premier podcast un peu introduction, mais dans l'avenir, voilà, on essaiera d'inviter à chaque épisode quelqu'un qui a une vision sur un sujet ou même qui est un expert sur le sujet en rapport avec l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, c'est le principe du podcast. Hein. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Arnaud. Ouais, non, mais c'est vraiment le principe. Moi je suis très motivé par le podcast que tu veux justement mettre en place parce que l'idée c'est vraiment de
d'aller échanger, découvrir à bâton rompu ou pas, mais en tout cas de découvrir des choses que peuvent nous apporter des gens qui sont sur site. On en côtoie tous les jours et il y en a plein qui ont des choses très intéressantes à nous dire, que ça soit des directeurs de site, des responsables de prod, voire même des fois des opérateurs. Je pense que c'est... Enfin voilà, ça va être vraiment intéressant de partager ça à travers de ces podcasts, quoi. On a hâte. Carrément. Voilà. Bon bah écoutez, si vous êtes arrivé jusque là, on vous remercie. Et puis bien, vous nous écoutez la prochaine fois dans le métro, dans la voiture, partout quoi. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Salut Paul-Adrien. Salut Arnaud.